Bougema Adri sur Radio Soleil, Soleil Politique. Voilà, on va une très courte pause pour accueillir, on en profite pour accueillir Pascal Coupé, conseiller municipal UDI de Pierrefitte-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis. Alors Bonjour. Pascal, je te laisse intervenir. Oui, j'ai écouté avec très attention les interventions de M. Asselineau. Mais alors, j'ai l'impression d'être tombé un peu dans la théorie du complot. Hein, c'est-à-dire que tout le monde il est méchant. Il y a certaines choses, je suis tout à fait d'accord avec vous en ce qui concerne les problèmes géopolitiques au niveau du Moyen-Orient, parce qu'il y a quand même un certain nombre de points à lever. Mais par contre, moi j'aimerais savoir qu'est-ce que vous proposeriez par rapport à tout ça, justement, à part le constat, à part ce constat-là que vous faites, qu'est-ce que vous proposeriez par rapport à ça? Alors d'abord, je voudrais réagir sur la formulation que vous avez dite de théorie du complot. C'est volontaire. J'aimerais savoir en quoi est-ce que nous avons formulé la théorie du complot et qu'est-ce que c'est pour vous la théorie du complot. Je voudrais signaler à ce propos, et j'attire l'attention de tous les auditeurs et tous les gens qui veulent bien écouter, sur ce qui s'est passé au mois de juillet de l'année dernière. Je crois de mémoire que c'était le 21 juillet 2014, dans le journal Le Monde. Vous n'allez pas me dire que le journal Le Monde est un journal complotiste. Le journal Le Monde a fait état d'un rapport de plusieurs centaines de pages qui a été édité par une organisation non gouvernementale américaine qui s'appelle Human Rights Watch. Un travail très approfondi qui a été fait par notamment des universitaires, d'où il ressortait que dans un très grand nombre de cas d'attentats dits islamistes, c'était en fait le FBI qui était derrière. Et le FBI profitait du manque de discernement, de caractère paumé de certaines personnes pour leur donner de l'argent, leur donner des armes, les droguer et les inciter à aller commettre des attentats. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le journal Le Monde du 21 juillet 2014. C'est également, ça a été repris par France 2, et vous avez une ONG qui a fait avec des universitaires, des chercheurs qui ont fait ça de façon très. Alors, je ne dis pas que. On sait ce que vaut certains ONG. On a vu énormément d'ONG aussi qui nous ont sorti des rapports qui n'ont ni queue ni tête parfois, et qui sont malheureusement parfois repris aussi par des journaux, et que malheureusement c'est repris aussi dans les réseaux, c'est repris aussi. Enfin voilà, on a quand même pas mal de choses comme ça. On a quand même pas mal de choses comme ça. Dire qu'aujourd'hui d'une ONG, dire que le FBI paye effectivement finance des gens et puis en plus il les envoie, etc. Non, c'est bien de le dire. Mais bon, faut quand même amener d'autres preuves que des ONG, des ONG qui font des rapports sur un certain nombre d'éléments. Mais moi, ce qui m'intéresserait au-delà de tout ça, attendez, c'est quand même pas rien ce que je viens de dire. Excusez-moi. Oui, mais bon, c'est quand même, c'est quand même pas rien. Oui. C'est quand même pas rien. Je note donc que vous considérez, moi je considère rien. Non, on va prévenir le journal Le Monde, donc il est complotiste et conspirationniste. Craig Montey est un ancien informateur du FBI. Pendant 1 an, il a changé d'identité. Chaque matin, il devenait Farouk Aziz, son personnage de couverture. Ce sont les agents du FBI qui m'ont donné ces vêtements pour que j'ai vraiment l'air musulman. Musulman, Craig ne l'est pas. Comme beaucoup d'informateurs, c'est un ancien trafiquant de drogue. Pour éviter la prison, il renseigne le FBI dans les années 80. Il y a 7 ans, l'agence fédérale lui propose 9 000 € par mois pour infiltrer des mosquées, équipé d'un micro, caché dans ses clés. J'en avais une douzaine comme celle-ci. Je laissais mes clés traîner dans la mosquée, dans le bureau de l'imam, chez les gens. Et je revenais plus tard en disant que j'avais oublié mes clés. C'est comme ça que j'espionnais les gens. J'étais réputé dans la mosquée pour oublier mes clés partout. La mission de Craig Montey, repérer dans les mosquées des musulmans radicaux susceptibles de planifier des actions terroristes. Son opération a eu lieu en 2007, 6 ans après le 11 septembre. À l'époque, le traumatisme est toujours là. Je pourrais aussi, vous devriez aller regarder par exemple sur notre site internet ou sur Google, quand vous voyez madame
Madame Hillary Clinton elle-même, qui lors d'une audition, je crois que c'était à la Chambre des représentants ou au Sénat des États-Unis, a dit que c'était les États-Unis qui avaient créé Al-Qaïda. C'est bien, elle est conspirationniste, elle est complotiste. Et elle dit quoi, madame? Elle a perdu la raison lorsque le canard enchaîné... Hillary Clinton, elle n'a pas dit que c'était les États-Unis qui avaient créé Al-Qaïda. Madame Hillary Clinton, elle avait dit que les États-Unis avaient financé effectivement des rebelles, dont Al-Qaïda. D'accord, pour effectivement Bachar al-Assad. Ah, C'est deux choses. La différence, elle est quand même énorme entre ce que vous dites et ce qu'elle a dit. Elle est quand même énorme entre, oui, c'est les États-Unis qui ont financé, qui ont limite la manière que vous dites. Et en plus, je suis pas pour effectivement le système un peu à l'américaine. Mais au-delà de tout ça, il faut justement faire attention aussi au niveau des mots. Parce qu'en plus, vous maîtrisez les mots aussi bien. Non, je ne manque pas du monde. Vous expliquez, vous dites que madame, à juste titre, que madame Hillary Clinton a reconnu qu'elle avait financé Al-Qaïda et vous trouvez que c'est très différent de ce que j'ai dit. Non, je suis désolé. Non, vous parlez de création. C'est différent. Mais c'est pareil. C'est pareil. Quand vous êtes au milieu du désert, si vous donnez de l'argent et des armes, vous créez quelque chose. Al-Qaïda existait. Ils ont financé. Il faut savoir que Al-Qaïda a été alimenté aussi par les militaires de l'Irak aussi, puisqu'il y a une grande partie des Irakiens, des militaires irakiens qui ont rejoint Al-Qaïda parce que il y a eu effectivement une déstabilisation là effectivement de ce pays-là. Donc voilà. Après les moyens ils les ont trouvés aussi via les pays de l'Est aussi au niveau des armes, puisqu'il y a quand même beaucoup d'armes qui ont circulé au départ de ça. Et après il y a eu effectivement un financement parce que l'ennemi juré de tout l'Occident, c'était effectivement Bachar al-Assad. Voilà. Mais pourquoi d'ailleurs? L'Afghanistan est un exemple parfait. Nous y avons mené une guerre par procuration contre l'Union soviétique. Nous avons contribué à créer les Moudjahidines. Nous avons armé, formé et soutenu certains de ceux qui se battent aujourd'hui contre nous. Nous devons vivre avec le monde que nous avons contribué à créer. We also have a history of kind of moving in and out of Pakistan. I mean, let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. They invaded Afghanistan, and we did not want to see them control Central Asia. And we went to work. And it was President Reagan, in partnership with the Congress, led by Democrats, who said, you know what, sounds like a pretty good idea. Let's deal with the ISI and the Pakistani military, and let's go recruit these mujahideen. And let's get some to come from Saudi Arabia and other places, importing their Wahhabi brand of Islam so that we can go beat the Soviet Union. And guess what? They retreated. They lost billions of dollars, and it led to the collapse of the Soviet Union. So there's a very strong argument, which is, wasn't a bad investment to end the Soviet Union, but let's be careful what we sow because we will harvest. So we then left Pakistan. We said, okay, fine, you deal with the stingers that we've left all over your country. You deal with the mines that are along the border. And by the way, we don't want to have anything to do with you. In fact, we're sanctioning you. So we stopped dealing with the Pakistani military and with ISI, and we now are making up for a lot of lost time. Voilà. Mais pourquoi d'ailleurs, à votre avis? Pourquoi est-ce que Bachar el-Assad est devenu l'ennemi juré de l'Occident? C'est simplement parce qu'il y a derrière, ça sent le pétrole, parce que derrière, il s'agit notamment de faire transiter le pétrole qui pourrait aller en Europe et qui pourrait contourner la fourniture vers le gaz russe. On est dans la grande géopolitique et face à ça, si vous voulez, les grandes théories sur les droits de l'homme ne pèsent rien. Je peux vous assurer que pour ce qui me concerne, moi je suis allé en Syrie il y a une vingtaine d'années. Je peux vous assurer que c'était un pays, c'était pas sous Bachar el-Assad, c'était sous l'égide de son père. C'était un pays qui était bien entendu une dictature, mais encore une fois pas pire, même bien moins pire que l'Arabie Saoudite, qui est soutenue à bout de bras par les Occidentaux. En Syrie, sous le régime, ce sont des régimes laïques que les Américains ont voulu détruire, des régimes laïques de parti basse, inspirés largement de la laïcité à la française, pour promouvoir le wahhabisme et le salafisme, qui sont une lecture qui ne représente pas plus de 10% d'ailleurs des croyants de l'islam, une lecture complètement rigoriste et complètement critiquée d'ailleurs par beaucoup de savants musulmans eux-mêmes, une lecture complètement déconnectée des réalités que font ces pays, et qui amène l'Arabie Saoudite à avoir un régime de nature médiévale. C'est ça que soutiennent actuellement les pays occidentaux.
complot, je suis désolé de vous le signaler. Ah non, mais là je suis d'accord. Parce qu'on l'a dit dans d'autres discussions. Effectivement, c'était pas un problème pour moi à ce niveau-là. C'est effectivement que c'est des pays qui étaient effectivement soutenus par les Occidentaux. Mais après, faire effectivement, excusez-moi, mais un certain amalgame, pas un amalgame, mais utiliser certains mots ou utiliser certaines définitions pour justifier un positionnement. Là, effectivement, je pense qu'il faut un peu, à mon avis et à ce que je sais aussi, rééquilibrer les choses, puisque et c'est pour ça que je parlais en introduction de théorie du complot, parce que moi j'estime qu'il y a un certain nombre de choses qui sont mal dites et donc qui laissent penser que tout le système occidental est là-dedans. Même si effectivement il y a énormément de choses qu'on a à dire par rapport au système occidental. Je ne peux pas laisser dire ce qui vient d'être dit, parce que c'est une façon désormais de frapper de sidération tout débat en France. C'est que dès que vous commencez à rechercher les choses, à citer les études les plus sérieuses, Interpol, des universitaires, etc., dès que ça n'est pas conforme à la doxa, on vous sort théorie du complot et amalgame. Vous savez que cette idée de théorie du complot a été elle-même bâtie par la CIA, on a d'ailleurs toutes les preuves, pour essayer de contredire les rumeurs insistantes qui circulaient sur l'affaire de l'assassinat de Kennedy. Désormais, en France, dès que vous commencez à dire des choses qui ne sont pas conformes à la doxa dominante, à ce qui est le périmètre est très étroit de ce qui est autorisé sur les grands médias du pays, on vous taxe de théorie du complot, vous n'avez plus le droit de parler. Eh bien, figurez-vous que ça marche de moins en moins. Parce que les Français sont pas bêtes. Les gens sont pas stupides. Ils vont se documenter sur Internet de plus en plus. Et puis, justement, Internet a révolutionné la chose. Bien entendu. Il a mis un contact direct entre le citoyen et les élus ou les Alors, experts. je sais que monsieur va me dire qu'on trouve tout sur Internet, mais c'est vrai qu'on trouve tout sur Internet. Au contraire. Et qu'est-ce qu'on trouve sur les médias, les grands médias? Sur les grands médias, contraire. on trouve essentiellement de la propagande et des mensonges. Voilà la réalité de la situation. À la fin des années 60 et jusqu'au début des années 80, des attentats meurtriers ébranlent l'Italie. La bombe qui a explosé dans cette banque fait 16 morts et 88 blessés. Les responsables, des néofascistes italiens. Quelques années plus tard, 3 policiers sont tués par une bombe placée dans leur véhicule. Là encore, des néofascistes étaient à l'œuvre. Août 1980. Cette série d'attentats atteint son paroxysme. Une bombe de grande puissance explose dans la salle d'attente de la gare de Bologne. Une aile du bâtiment s'écroule et on dénombre 85 victimes dans les ruines. Jamais dans l'Europe d'après-guerre, il n'y avait eu autant de morts lors d'un attentat. En septembre de la même année, à la fête de la bière à Munich, on déplore 13 morts et plus de 200 blessés après l'explosion d'une bombe. C'est l'attentat le plus meurtrier de l'histoire de la République fédérale. En quoi ces attentats se ressemblent-ils? Existerait-il un lien entre eux? À chaque fois, les groupes d'extrême gauche sont montrés du doigt les premiers. Les Brigades Rouges en Italie et la fraction Armée Rouge en Allemagne de l'Ouest. Mais en réalité, les responsables appartiennent au milieu d'extrême droite. Et détail troublant, ils ont fait usage d'explosifs militaires. Lorsqu'on remonte la piste de ces attentats sanglants, on se heurte de manière répétée à une organisation paramilitaire secrète en Europe de l'Ouest, pilotée au début par l'OTAN et les services secrets de chaque pays, en dehors de tout contrôle parlementaire. Son nom, réseau Stay Behind, ou Gladio, le glaive en italien. Déjà, la République française, contrairement à ce que vous avez dit, n'est plus un État souverain. La République française n'est plus que désormais un État vassalisé qui ne possède plus son droit de battre monnaie, qui ne possède plus son droit de fixer sa diplomatie et son armée, qui ne possède plus... Qui rend les choses plus difficiles. Oui, ben justement, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons la solution. Il faut sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Ça fait 8 ans et demi, vous me reconnaîtrez en tout cas la constance, ça fait 8 ans et demi que je le dis, que j'ai créé un mouvement politique, et de plus en plus de Français commencent à se rendre compte que c'est en effet la seule solution. Maintenant, toutes les propositions qui consistent à dire on va faire autrement, une autre Europe, un autre truc, un autre ça, c'est ça qui ne peut pas marcher. D'accord, donc vous n'y croyez pas, c'est ça que je voulais savoir. Je n'y crois pas. Ça ne peut pas marcher. Non, ça ne peut statistiquement, mathématiquement, ça ne peut pas marcher, puisqu'il faut l'unanimité des 28 États membres. Donc, il est l'unanimité sauf si on change la Constitution aussi européenne. Non, mais il n'y a pas de Constitution européenne, ça n'existe pas. Il y a des traités européens, et les traités européens, vous ne pouvez les changer qu'à l'unanimité. Les traités européens, on peut les changer effectivement qu'à l'unanimité.
sauf si on change la Constitution européenne aussi, d'accord, de manière claire et unanime. Excusez-moi, mais je ne peux pas laisser dire une pareille ineptie. Il n'y a pas de Constitution européenne. Ça a été rejeté par les Français en 2005. Actuellement, chaque pays européen, et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas au niveau de l'Europe, dans l'Europe, chaque pays fonctionne avec leurs propres règles au sein de cette Europe. Donc on voit les différences sociales, les différences économiques, les différences de TVA, les différences de ceci, les différences de cela. Là, effectivement, l'Europe ne peut pas fonctionner. Mais si, c'est ça. Justement, et en tant qu'Européen, convaincu, c'est pour ça que là, effectivement, j'interviens.